Retour Gagnant, très heureuse de vous retrouver sur HBO Max, sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Ça faisait un petit moment et je suis bien accompagnée pour ce retour aux affaires. Camille Pain, salut. Salut Anne, ouais, je suis ravie d'être de Ben retour moi avec aussi, toi. très contente. Cette année. Très bien. Et Bertrand, Milliard, aussi. Bonjour à vous deux. Très contente de te retrouver. Très content de... Oui, t'as quitté tes patins, ça y est. Eh oui, t'as rangé les patins. Elle nous a fait J'ai pleurer quand ressorti même. les raquettes. Pendant De joie. de joie. bien Joie, sûr. d'émotion. Ah ouais, Ouais. c'est beau. Alors, vous n'avez pas de groupe aujourd'hui. Non. Mais un endroit mythique, le château d'Hérouville. Château d'Hérouville où il y a eu tant et tant de grands groupes, de grands artistes qui ont enregistré des albums, dont David Bowie. Et On reste sur la musique quand même. C'est vrai que mon ami Alex Bloomberg, qui m'a gentiment donné ce t-shirt, organise une exposition du 4 au 7 juin, David Bowie, dans les studios même où il a enregistré son album Low. C'est les 50 ans de cet album Low et il va y avoir une expo de dingue. Vous pouvez réserver des places sur l'Instagram du Château d'Hérouville et il y aura le guitariste de David Bowie qui a travaillé aussi avec John Lennon et tout. Il y aura des masters, des bandes masters. On pourra écouter en immersion l'album. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un projet de fou, mais De vieux fou. de vieux fou. Alors je ne me permettrai pas. Oh là là, ça démarre, pied au plancher, là. Alex est très jeune encore. Attaque sur l'âge direct. C'est un super projet. Il y a eu Deep Purple, Grateful Dead qui est passé là. Tous les grands groupes sont passés vraiment par ces studios qui sont à 40 km de Paris. Donc je vous engage à y aller. C'est pendant Roland-Garros du 4 au 7 juin et prenez un petit créneau. Il y aura un jour où il pleut par exemple. Vous avez des places uniquement pour les pas pour les cours où il y a un toit. Et vous allez à Hérouville, vous allez à l'expo du 4 au 7 juin. Ça va être extraordinaire, exceptionnel. C'est noté, Bertrand. Voilà. On va voir si dans le désert australien, Carlos Alcaraz est under pressure. Peut-être. Alors là... Je ne l'avais pas préparé, je ne savais pas que c'était David Bowie. Hein. Oh, c'est fort. On va parler de Carlos Alcaraz qui a peut-être dans le viseur un record. On va parler d'un retour aux affaires. Aujourd'hui, on est le 10 mars. C'est l'anniversaire de Belinda Bencic, la Suissesse, qui a fait un retour réussi à la compétition après une grossesse. Et on va parler d'un autre retour dans Retour Gagnant, c'est celui de Serena Williams, qui fait beaucoup parler. C'est pas encore acté, bien sûr, mais la rumeur prend de plus en plus d'importance. L'Américaine, 44 ans, on le rappelle. Est-ce qu'on croit à ce retour aux affaires qui se précise, puisque, comme vous le savez, elle est de nouveau inscrite sur les listes des joueuses qui peuvent être contrôlées inopinément pour dopage. Il faut qu'il y ait 6 mois de latence où on peut être contrôlé. Les 6 mois sont passés, donc là, officiellement, c'est la règle, elle peut participer à un tournoi. Alors, elle a été interrogée, elle entretient un peu le suspense, elle a dit ni oui ni non. Si, elle est invitée parce qu'elle n'a pas de classement. Il faut être invitée, évidemment, puisqu'elle n'a pas de classement. Elle est 34 actuellement. Hein. Peut-être qu'elle joue un peu mieux que 34, mais en tout cas, elle n'a pas de classement. Et du coup, ça fait parler. Novak Djokovic, en marge du tournoi d'Indian Wells, en ce moment sur Eurosport, sur HBO Max, a aussi évoqué en disant que lui, il y croyait, qu'il avait envie qu'elle revienne. Alors, Serena Williams, qui n'a plus joué depuis l'US Open 2022, qui a gagné son dernier grand chelem en 2017 à l'Open d'Australie, est-ce qu'on croit à ce retour? Est-ce qu'on a envie de la voir revenir déjà? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Et je rajouterai dans les informations sur Serena, a eu une deuxième fille. Oui. Parce qu'avoir un enfant sur le circuit, c'est une chose. En avoir deux, et Anne, je pense que vu que tu as 2 enfants, tu sais ce que c'est. Même si tu as X nounous sur le circuit, c'est pas pareil. Elle a X nounous Moi, je délègue. Mais si vous saviez toutes les nounous qu'elle a, regarde, elle est fraîche comme un garçon, comme ça. Et donc, je pense que c'est un challenge qu'elle se met. Sa sœur Vénus, de toute façon, on a eu presque le même débat sur Vénus, elle qui n'a pas d'enfant mais qui vient de se marier et qui a 1 an de plus que Serena, qui est de 80. Donc, pourquoi ces 2 superstars, au-delà du tennis, se remettent à jouer? On peut se poser la question, c'est pas financier, bien évidemment. Vénus, elle n'a pas vraiment arrêté comme l'a fait Serena, donc c'était légèrement différent. Je pense honnêtement qu'elle va se faire un petit challenge, mais je la vois pas, Bertrand, refaire des saisons complètes. On voit Novak Djokovic à l'âge qu'il a, alors lui, il est pas du tout la même configuration puisqu'il n'a pas arrêté, mais ils ont envie de se faire plaisir et de choisir leur tournoi. Elle sait qu'elle peut avoir les wildcards qu'elle veut. Oui, donc clairement. Elle va se faire plaisir, retaper la balle, reprendre l'ambiance des tournois, parce qu'on est un peu intoxiqué quand ça fait 25 ans que vous êtes dans des player lounge. Alors parfois c'est too much, on a envie de retrouver une vie normale, sauf qu'une fois que vous êtes dans la vie normale,
on se tourne un peu du pouce, surtout qu'elle n'a pas vraiment besoin de travailler. Donc en fait, les activités. Après, elle a été active. Non, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait du tout, mais en termes de challenge, le tennis, c'est quelque chose de très addictif, honnêtement. Donc je comprends son envie de revenir, surtout que là, sa deuxième est un peu plus grande, donc elle a déjà récupéré. Et on rappelle qu'elle n'a jamais officiellement arrêté. Il n'y avait pas eu quand même à l'US Open, il y avait eu une sorte d'adieu quand même. Oui, mais elle n'avait pas dit j'arrête. C'était un peu en autre boudin, mais oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre. C'était un peu l'US Open qui avait décidé de lui faire des petits hommages. Mais en fait, elle entretient quand même beaucoup le mystère jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça, elle aussi, il y a des enjeux financiers tellement importants à leur niveau qu'en termes de sponsoring, si tu annonces officiellement que tu arrêtes, c'est quand même différent. Donc, je pense qu'elle maintient le suspense. Après, si je comprends cette envie de se remettre des challenges forts parce qu'on est animé par ça. Sauf qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, je trouve une fois qu'on a pris le pas, qu'elle a un deuxième enfant, elle aurait peut-être dû aller dire, allez, je fais vraiment le deuil de qui je suis en tant que joueuse, je vais faire autre chose, je vais me réaliser autrement, parce que c'est reculer cette échéance-là. Et pour Vénus et pour Serena, de vraiment passer à autre chose. Et c'est compliqué moralement. Il y a juste eu un autre indice sur ce potentiel retour, c'est qu'elle a tapé la balle avec Alicia Parks. On voit pas mal de vidéos. Qui a sorti les vidéos, qui a dit que elle tapait très très bien la balle encore dans Tennis Majors. Peut-être, peut-être qu'elle ne reviendra pas, mais en tout cas, elle entretient le foot. Je pense que ça l'amuse aussi un peu de faire parler d'elle. Disons que quand elle a eu sa deuxième grossesse, je me suis dit, bon, là, ça c'est sûr, on ne verra c'est là pas qu'on sur s'est un dit, cours. Deuxième enfant, elle est vraiment passée à autre chose, etc. Bon, il se trouve qu'elle a perdu beaucoup de poids. Elle a fait ce fameux programme là pour perdre du poids. Oui, dont elle fait la publicité. C'est assez incroyable quand on voit sur le cours avec Alicia Parks, effectivement. Donc elle doit se sentir fit, en forme, et se dire pourquoi pas. Après, on est vraiment là en mode superstar. C'est la joueuse de tennis la plus qui a le meilleur palmarès de tous les temps. Il y a Margaret Court, bien sûr, mais 23 titres du Grand Chelem. Dans l'époque moderne, quand même, Serena Williams, c'est une superstar hors tennis. C'est une superstar hors tennis aussi. Oui, elle a amené le tennis. Donc, en retour, c'est toujours intéressant. En revanche, vu son statut, il ne faut pas que ce soit un flop. C'est-à-dire que je vais prendre le seul exemple qu'on a réel dans le tennis masculin, c'est Björn Borg, superstar du tennis aussi, qui a révolutionné le tennis moderne, qui était un joueur qui avait quand même cette aura, notamment sur terre battue, et aussi sur gazon, parce qu'il a gagné quand même 5 fois à Wimbledon. Un joueur qui semblait invincible, on voulait le caractère d'acier, un joueur qui tremblait jamais. Et il est revenu. Qui est parti la première fois avec sa raquette Donnet, la raquette en bois, petit ami, à une époque où on jouait déjà avec des raquettes modernes. Et ça avait été, contre Jordi Arezé, joueur espagnol, ça a été un flop total et c'était un peu triste. Il a tenté 2 fois, la deuxième fois avec une raquette plus moderne. Mais c'était pathétique et triste, très triste, de voir cette légende du tennis essayer comme ça et se faire laminer par un joueur... un bon joueur, mais un joueur du top 50, mais voilà, moyen, on va dire, c'était terrible. Donc, il ne faut pas que ce soit terrible, il ne faut pas que ce soit... c'est son challenge, je ne sais pas lequel il est. Ça peut écorner son image de championne? Je dirais qu'il y a 2 choses. Ça peut écorner son image de championne, non, pas vraiment, parce qu'elle a ce palmarès, mais si elle revient, je pense que c'est quand même, faut qu'elle puisse gagner des matchs. Et je crois qu'avec entre son service, l'aura qu'elle peut avoir encore sur des jeunes joueuses qui la connaissent, parce que quand on va se retrouver en face du filet, en face de Serena Williams, de l'autre côté du filet, et de 44 ou 45 ans, mais on se dit c'est quand même Serena Williams qui tape toujours très fort dans la balle. On se dit je suis obligé de gagner. À 44 ans, elle joue plus depuis des années, et je suis obligé de gagner, mais justement ça met une pression supérieure encore. Donc, sachant qu'elle en mettra, elle sait en mettre sur les adversaires, ce sera compliqué. C'est pas la même chose que Vénus n'a jamais vraiment disparu. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est de l'autre côté, est-ce que c'est bon ou pas pour le tennis féminin? Alors, c'est la question que je voulais vous poser à dire, parce que c'est quand même un phénomène un peu plus féminin que masculin, ces retours. Il n'y a que Borg chez les garçons, il y a eu Muster. Il y a eu Thomas Muster et ça n'a pas été terrible non plus. Il est revenu 11 ans après. Il avait 44 ans quand il est revenu, je crois. Et il est resté sur les challengers, il n'a pas fait de résultats, parce que chez les filles, il y en a eu quand même pas mal. Féminin, il y a 2 facteurs. La première chose, c'est le fait que maintenant les femmes ont des enfants et reviennent. Avant, tu avais des enfants, tu arrêtais ta carrière. Oui, mais c'est pas en grossesse. C'est pas des joueuses qui font des enfants, elles reviennent, mais elles n'ont pas annoncé leur fin de carrière avant. C'est ça, oui. Là, je parle de joueuses. Justine Hénin qui est revenue. Elle reprend. Je ferai son coach à Roland. Non, pas aujourd'hui, mais elle avait arrêté, elle est revenue. Il y a eu Capriati, Martina Hingis. Il y a eu Kim Clijsters, qui est revenue une première fois avant les enfants. Après, tu parles de joueuses qui étaient tellement au-dessus des autres. C'est-à-dire que tu peux te permettre de t'arrêter
quand tu sais que ton niveau de jeu est très élevé. Et qu'elles avaient vraiment un peloton de tête qui disait elles perdaient rarement contre des joueuses top 20. Et que pendant ce temps-là, oui, il y avait... Donc en fait, elles savaient que même si elles s'arrêtaient, elles allaient pouvoir être compétitives. Donc après, chez les garçons aujourd'hui, tu vois aussi que ça ne s'arrête pas forcément parce que les carrières durent tellement longtemps. Donc en fait, les joueurs réduisent leur programmation annuelle, mais ils ne s'arrêtent pas. En fait, on voit Djoko 38. Donc il y a une évolution aussi par rapport à il y a 20 ans. Les joueuses ne s'arrêtent plus vraiment longtemps parce qu'elles ont des enfants, elles reprennent. Oui. Et les garçons jouent longtemps. On voit plus chez les filles, je trouve, à cause de ça. Mais pour juste revenir à Serena, est-ce que ça fait du bien pour le tennis? C'est une superstar. Ça fait parler d'elle. Pour moi, c'est vraiment beaucoup de com, et parce qu'elle aime ça aussi. Parce que depuis son départ, il y a eu d'autres superstars. C'est ça, il y en a qui ont pris la place. C'est ça. Et par contre, je pense que si elle reprend, c'est qu'elle a un niveau de jeu où elle doit vraiment très bien sortir la balle. C'est vrai que quand tu t'arrêtes, le timing, tu ne le perds pas. Donc le timing de Serena, qui est ce qu'il est, elle ne le perdra pas. Ça, c'est sûr. En revanche, là où tu évoquais quelque chose d'important, c'est qu'elle s'est entretenue. Mais Serena, avec du poids avec en 15 moins... kilos en moins, ouais. Je peux vous dire, moi j'ai eu la chance de l'affronter 2 fois, chance ou pas chance, parce que c'était quand même pas facile. C'est une expérience. Le poids qu'elle met dans la balle, il vient aussi de son poids de corps. Ouais. Et moi, je m'inquiète de la voir tenir face à des joueuses qui sont immensément physiques en ce moment. C'est pas forcément brillant techniquement, on voit moins de choses qu'avant. Le tennis mais par contre, sur la partie densité musculaire et d'endurance musculaire sur des rallyes, sur un tournoi, sur un match entier ou un tournoi, je ne suis pas sûre qu'avec le poids qu'elle a perdu là récemment, elle arrive à se faire autant plaisir, parce que tout d'un coup, elle va se dire « mince, mais je fais moins mal qu'avant ». Donc le timing va être là, le service sera là, mais limite, il faudrait qu'elle reprenne un petit peu de poids pour être compétitive à mon goût. Mais quand je parlais de est-ce que c'est bon pour le tennis féminin, on a vu Vénus là, qui avait une wildcard à Indian Wells. Alors déjà, ça prend la place d'une wildcard. Il y a peut-être des jeunes joueuses américaines qui l'ont mauvaise en disant moi j'ai 17 ans, 18 ans, j'aimerais bien démarrer ma carrière et avoir une wildcard dans les tournois aux États-Unis. Bon, c'est une chose. Derrière, Venus Williams, elle ne la galvaude pas cette wildcard puisqu'elle a un niveau de jeu pendant 2 sets qui est celui donc, de Diane Paris qu'elle a affronté. Elle lui prend un set, un set partout à Indian Wells. Donc, et même en Australie, elle n'était pas loin de gagner son match, son premier tour aussi. Donc, elle a fait des bons matchs en double. Le problème, c'est qu'elle n'a pas la caisse pour, déjà, je pense, pour faire de nombreux matchs consécutifs. Même sur un match, on voit qu'au 3e set, ça coince. Donc, elle a 2 sets d'autonomie, on va dire. Néanmoins, à 46 ans bientôt, elle tient le choc face à des joueuses. Alors, Diane, elle est je crois, 102 ou 103 actuellement, mais elle a été 50. Elle a été 50 et elle vaut 50, je pense. Elle est en train de revenir là. Est-ce que c'est bon pour le tennis féminin de dire une joueuse qui joue de façon épisodique et qui a bientôt 46 ans est capable pendant 2 sets de rivaliser avec une jeune joueuse qui est sur le circuit toute l'année? C'est ça. Après, elle ne gagne pas non plus le Grand Chelem ou le tournoi à Vénus, donc ça amène un petit pour buzz. Elle n'est pas ridicule du tout, loin de là. Donc c'est pas des matchs. Donc je trouve pas que ce soit forcément négatif. Moi, je trouve à partir du moment où elles se font plaisir et que le niveau de jeu n'est pas catastrophique. Là, je te rejoins exactement. C'est qu'il y a un match. Après, on s'attend pas à ce qu'elles aillent très loin. Elles n'ont pas trop de pression et ça met un petit peu de piment. Si elle revient, on s'attend quand même à ce qu'elle joue en simple. Pas que en double. Ça serait surprenant qu'elle se déplace pour jouer qu'en double. Parce que Novak, il évoquait ça, il disait oui, avec Vénus, ça pourrait être sympa. Alors ça serait vraiment exhibe, mais on a envie de faire rêver Anne Boyer. Roger Federer a gagné un tie-break contre Casper Ruud à l'Open d'Australie. Donc, il a arrêté il n'y a pas si longtemps. Oui, mais un tie-break, Bertie. C'est autre chose. Après, le genou, il coince. C'est pareil. C'est ça, il faut tenir un match. Et oui, sur gazon, non. Dans la boîte à gants, le genou, toujours. On va parler d'une superstar dans le tennis masculin actuel, c'est Carlos Alcaraz, qui est invaincu depuis le début de l'année. Il en est à 14 succès de suite, après sa victoire à l'Open d'Australie, sa victoire à Doha et donc ses 2 premiers matchs à Indian Wells. Et évidemment, on commence à parler d'un autre record. Alors pas les 24 grands chelems de Djoko, mais c'est 41 victoires de suite. Cette fameuse saison 2011 où le Serbe avait enchaîné Open d'Australie, Dubaï, Indian Wells, Miami, donc le Double Sunshine, Belgrade, Madrid, Rome. Et il avait coincé en demi-finale à Roland-Garros contre Roger Federer. Un match fabuleux. Tout le monde se souvient de ce match fabuleux. J'ai la chance d'être. Et ce qui est rigolo, donc 41 victoires, il aurait pu être à 42 puisque en quart de finale, il bénéficie du forfait de Fabio Fognini. Ah oui, c'est vrai.
Et donc, parce que 42, c'est le record absolu qui est détenu par John McEnroe. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus, Air Open qui est hyper intéressante. 84. Vous savez pourquoi le record est donné à Djokovic et pas à John McEnroe? C'est par rapport à Air Open, ATP, Pas non du tout. Je vais vous dire pourquoi. En 1984, le Masters 83 a eu lieu en janvier 84. McEnroe l'a joué, a gagné 3 matchs sans perdre. Mais on les compte sur la saison précédente. Donc, c'est la saison 83 qui a commencé en 84. Donc, le meilleur début d'année calendaire, c'est John McEnroe, avec 42 victoires d'affilée. Oui. Et le meilleur début de saison, c'est Djokovic, avec 41, puisque le Masters, les 3 premiers matchs de la saison de McEnroe, enfin de l'année 84 de McEnroe, faisaient partie de la saison 83. Après, c'est dans la temporalité, c'est quand même, pour le coup, 42 qui compte. Alors, en plus, c'était vraiment c'est le nombre de victoires consécutives. Donc en début d'année, oui, mais ça fait partie. Alors, officiellement, début de la saison. Le record, c'est Novak Djokovic sur une saison. Ah, okay. Mais sur un début d'année. Parce que moi, j'ai vu, je vais vous montrer la stat là, sur le nombre de victoires, les séries d'invincibilité en début de saison. Donc là, on prend à partir de 90 jusqu'à nos jours. Donc déjà, Djoko a les 2 premiers, 41 victoires. Il avait déjà fait 26 victoires. Il a fait 26 victoires de suite ensuite en 2001, 20. Il y a Nadal, 20 victoires en 2022. Et après, il y a eu des séries de 17 pour Pete Sampras, encore Djoko, Roger Federer en 2018, Roger en 2006, l'année... Alors ça, je sais d'où vient cette stat. C'est une stat de jeu 7 et mat. Ouais, parce qu'en fait, Constance, elle commence... ces stats, elles commencent en 90. C'est le seul petit souci qu'il y a avec les stats de Constance, c'est que ça commence au moment du début de l'ATP Tour. ATP Tour, parce que l'ATP existait déjà avant. L'ATP Tour, où les statistiques sont réellement apparues. Mais donc là, il n'y a pas McEnroe, alors qu'il devrait être... alors elle l'avait cité dans sa stat en disant que le record Air Open, c'était John McEnroe avec 42 victoires. Je ne savais pas qu'il n'était pas officiellement au Et non, parce que c'est, encore une fois, le meilleur début d'année calendaire. Avec cette finale à Roland-Garros début de saison, c'est Djokovic. Okay. Merci pour cette anecdote. Carlitos, il en est à 14. On en est très loin, évidemment. Alors, moi, c'est ça, c'est que je me dis, mais on en parle déjà, alors qu'il n'est même pas à la moitié. C'est le recordman qui en parle déjà, c'est pas nous. Novak Djokovic a été interrogé. Il a dû rebondir sur une question. Je ne suis pas sûre que de lui-même. Oui, il a été interrogé. Il a dit évidemment que c'est possible. Mais il en est encore loin. Il en est encore très loin. Mais il disait qu'il a le profil parce que c'est un joueur qui joue sur toutes les surfaces. Donc pour battre ce record, il faut qu'il tienne jusqu'à Roland-Garros ou à peu près en fonction du nombre de tournois qu'il va disputer. Lui, son record, c'était la saison dernière, Carlos Alcaraz, en 2025. Il était à 24 victoires. De suite. Oui, il en est capable. 41 entre Rome et sa défaite en finale. C'est dément. On voit déjà la série qu'il fait là, Carlos, elle est incroyable. 14, pardon, je vous ai dit 24. Il a 14. Avec à côté de lui Yannick Sinner quand même. Enfin, il n'est pas tout seul au monde en disant oui, il va aller à 40. Un petit coup sur la calebasse à Melbourne. Et bien sûr qu'il a pris un petit. Ils étaient coude à coude. Il a pris quand même là. On imagine mal, mais quand même redresser un peu exactement. Là, il y a un tel duel que je vois même pas comment on peut se dire tiens, il peut aller chercher 41 victoires comme Djoko parce qu'à côté de lui, il y a Sinner. Et on est encore sur dur. On sait que Yannick, quand on voit la finale de Roland-Garros sur terre battue, il peut tout à fait le challenger aussi. Donc je trouve que c'est un peu anticipé et précipité ce. Oui, c'est pour faire parler aussi et c'est pour mettre en lumière. C'est parce que la forme du moment, la dynamique qu'il a, c'est vrai qu'on le sent. Les progrès qu'il y a aussi dans l'état d'esprit, dans le jeu. Non, mais il est incroyable. Les sautes de concentration qu'il n'a plus. Surtout compte tenu des difficultés avec Ferrero de fin d'année, il nous a surpris. Après, il est hors norme. Ce garçon, donc malgré les difficultés psychologiques de l'arrêt avec Ferrero. Plus dur pour Ferrero que pour lui, a priori. Oui, ça a l'air dur pour Ferrero, qui essaye un peu d'exister. Oui, c'est via des interviews. Ça faudrait qu'on refasse un retour gagnant sur la relation coach et élève quand ça s'arrête et que ce sont des relations très fortes, presque filiales. Mais ça nécessiterait encore de longues minutes là-dessus. Mais il nous a. Moi, je trouve qu'il vaut mieux parler de ces 14 victoires à la suite de cet incident qui marque quand même l'histoire de sa carrière, cet arrêt que Ferrero. Oui, on se disait pas longtemps après. Comment il va réagir. Et là, on est sur une série de 14 victoires. Il est incroyable. Parce que ça a dû le toucher aussi. Il fait comme si, allez, j'ai mon staff, c'est pareil, je continue. Moi, j'y crois pas une minute. Mais il l'a bien géré. On sentait tous un peu l'inverse. Mais la gestion de ce jeune garçon face à ça, c'est prodigieux. Au début de saison, on était tous à voir plutôt Sinner briller en se disant Alcaraz, on ne sait pas trop. Il nous a fait un contre-pied là. Surtout qu'on le sentait, lui, dans l'affect. Mais en revanche, pour revenir sur le sujet, qu'un Sinner. Moi, je lui souhaite
Vraiment pas. Je lui souhaite de perdre. Trop tôt. Ouais. Il faut pas qu'il arrive à Roland Garros. Parce qu'on sait que c'est qu'il anime avec aussi ce poids-là. les Imaginons qu'il soit à Roland Garros. Novak Djokovic l'avait dit. La demi-finale contre Federer, il la perd aussi peut-être parce qu'il y a ce poids-là. Ce record, parce que McEnroe il y avait ces fameuses 42 quand même sur une même année calendaire. Et c'était un match incroyable, un match de dingue. Quand il y a des records à la clé, c'est plus dur. Hein. Il a dit que ça lui a même une pression supplémentaire quand même, Novak Djokovic, d'avoir ce record à battre. Pour Carlos Alcaraz, ça peut être la même chose. Mais moi, je ne le vois pas le faire. Honnêtement, on le connaît, il est peut-être de temps en temps, il y a un petit trou d'air, de moins en moins, mais il y a eu au Paris Masters l'année dernière. Les fins de saison, c'est toujours un peu... Peut-être que là, je ne sais pas, sur l'un des Masters 1000, en plus il enchaîne. Alors je ne sais pas s'il gagne tout, s'il va enchaîner encore Barcelone cette année, mais c'est dur pour un Espagnol de zapper Barcelone, surtout quand on est numéro 1. Nadal, il était obligé d'y aller chaque année aussi. Donc entre l'enchaînement, là, Miami, Monte-Carlo, je ne sais pas s'il ira défendre son titre, ça va dépendre de ce qu'il va faire dans la tournée américaine, je pense. Et derrière, s'il enchaîne Barcelone, Madrid, Rome. S'il gagne tout, il va être un peu rincé. C'est un peu ce qu'il a fait là entre Rome et Wimbledon. Il enchaîne 24 victoires la saison dernière. Oui, mais il n'avait pas été bon sur la tournée américaine. Oui, exactement. Donc il avait eu un peu de temps. Et on l'avait un peu critiqué. Un peu de vacances, c'est important. C'est là où il était parti se ressourcer en famille. Exactement. Et puis physiquement, il donne tellement qu'en termes de blessures, de crampes, on ne le voit pas non plus survoler physiquement. Sur le moment, oui, il vole, il a une puissance, mais on comprend que dans la durée des mois et de la saison, il a besoin de moments de décompression. Parce qu'il a un cette notion de plaisir aussi. Ou s'il continue à tout gagner, il faudra qu'il adapte, à mon avis, son planning et peut-être qu'il zappe un Masters 1000. J'ai peur que ce soit Monte-Carlo. J'ai peur parce qu'on s'est régalé l'année dernière à le voir gagner là-bas. Mais maintenant qu'il a gagné celui-là et qui est quand même un peu boudé parfois par les tout meilleurs parce qu'il arrive juste après la tournée américaine. Il arrive assez tôt, oui. On verra. Mais s'il fait une super tournée américaine, là, le voir à Monte-Carlo, ce serait peut-être presque un peu dangereux pour lui. En tout cas, je pense que s'il veut s'enlever de la pression avant Roland Garros, ou en plus il sera tenant du titre, ça fait quand même beaucoup de choses à défendre, peut-être qu'avoir une défaite ou une ou deux défaites avant serait pas plus mal. Là, il a dû entendre que Novak Djokovic avait dit que c'était complètement possible et tout, parce que lui, on sent qu'il veut s'enlever de la pression. C'est machiavélique de Novak Djokovic. C'est ça. Personne n'est dû pour le connaître. Évidemment qu'il le fait exprès. Il est brillant. Il a la même partie de tableau. En plus, à Indian Wells, il y a quelque chose à jouer. Il a déclaré à Alcaraz qu'il était étonné du niveau de ses adversaires et il dit « Je suis fatigué de jouer Roger Federer à chaque tour ». En expliquant que les adversaires qu'il avait eu à affronter, il y a eu Rinderknecht contre qui ça a été un gros match. Et il dit, et s'ils jouent comme ça toute l'année, ils n'ont pas ce classement-là, ils jouent le tennis de leur vie contre moi. Ben oui, c'est ça d'affronter Carlos Alcaraz, c'est que tu as envie de te surpasser, tu n'as pas grand-chose à perdre parce que de toute façon, il est imbattable cette année en tout cas. Il pousse chaque joueur à être encore meilleur parce que... Il sent qu'il a la cible dans le dos quand même. C'est l'homme à battre. C'est l'homme à battre et ils savent très bien que de jouer à une vitesse élevée pour eux, ça ne suffira pas. Il faut relever tous les curseurs, physique, tactique. Mais forcément, les joueurs, ils rentrent sur le terrain, ils font le match de leur vie. C'est lié à lui, donc il faut qu'il s'habitue. Et Novak Djokovic est très intelligent et peut-être qu'il n'était pas prêt à cette question-là, mais il a fait la réponse parfaite. Lui mettre la pancarte encore un peu plus. Et il dit oui, on est capable de battre mon record, etc. C'est lui mettre un peu plus de pression. Et s'en enlever un petit peu. Admettons qu'il se joue là en demi à Indian Wells. Dans un coin de sa tête, Alcaraz dira il faut que je le batte lui et peut-être 6 heures après pour continuer cette série. Donc, c'est brillant, mais c'est bien vu. Oui, c'est bien vu. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un jeu dans les médias. Et on dit que le tennis c'est un sport de gentleman, mais bien sûr, mais il y a quand même des notions aussi, exactement en dehors du terrain, avant dans les vestiaires, dans les ce qu'on peut dire à la presse. Et puis il n'est pas dans la même posture qu'avant, Novak. Il est relax, lui. Aujourd'hui, il est relax. Il est derrière ces deux monstres intouchables. Il en a battu un à l'Open d'Australie. Il a quand même fait un tout petit peu trembler Alcaraz en finale aussi. Et je pense qu'il doit se dire qu'il faut que je trouve tous les moyens pour leur mettre un petit peu de pression. Ça l'amuse. Il n'aurait jamais dit ça sur Federer et Nadal, on est d'accord. Il n'aurait jamais dit ils peuvent battre mon record d'un tel ou un tel. Enfin, là, à l'époque, ils jouaient, ils avaient à peu près la même génération. Ils n'allaient pas dire entre les dents et c'est chacun pour ça. Mais c'est sympa, ça fait partie aussi de la finesse intellectuelle de Novak et qui va titiller. C'est de bonne guerre. Et vous savez que si on se projette un peu, Novak Djokovic, il lui reste pas tellement de temps à jouer. On ne sait même pas si on a vu Murray être coach de Djokovic. On ne sait même pas si un jour Djokovic ne va pas être le coach de Sinner ou d'Alcaraz dans quelques années. C'est pas impossible. Et peut-être qu'il aidera ces joueurs-là
à essayer de battre ses records. Enfin, s'il reste dans le tennis. Je pense qu'il ne sera pas du tout dans l'état d'esprit de non, je veux garder mes records. Lui, pour le coup. S'il devient coach, il voudra gagner. Mais par contre, en plus, gagner en tant que coach. Le joueur qui va coacher, il aura intérêt à être exigeant quand même. Je pense que ça va être chaud. Pas choisir n'importe qui. Mais même, moi, je le vois bien avec des petits jeunes aussi. Il accompagne déjà beaucoup des Serbes, de sa nationalité, de son pays. C'est vrai, il est très engagé. Pour l'instant, Federer et Nadal ne prennent pas du tout cette voie, en revanche. Non, je ne les vois pas non plus. Non, ils aiment bien Nadal, il a son académie. Du golf, ils ont raison à un moment. Un peu décompressé. Mais ils vont revenir d'une manière ou d'une autre. Alors, Raphaël a son académie. Il a l'Ever Cup pour Roger Federer, quand même. Il a sa compétition aussi maintenant. Donc, de toute façon, ils s'éloigneront jamais complètement du tennis. Non, ils sont passionnés. Mais être coach, c'est vrai que si on devait en choisir un, ce serait peut-être plutôt Djokovic. Sur les trois. Parce qu'il est quand même passionné. Et puis, moi, j'attends le prochain défi de Murray aussi. Être coaché par Djokovic, honnêtement, c'est fantastique. Il a une intelligence de jeu quand même assez colossale. Mais avoir un joueur qui a la même lucidité que lui sur le court, le même relâchement, ce sera. Il va être très exigeant. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeunes joueurs qui. On verra comment il sera dans la boxe quand il se fera engueuler par son poulain. Oui, bien sûr. Qui lui jettera des regards noirs. Quand on a connu Ivan Izevich, le joueur, et qu'on voit comment il se faisait engueuler par Djokovic, qui était coach, ça devait bouillir. Ça bouillait. Oui, mais il s'est tenu. Novak Djokovic qui est associé en double à Stefanos Tsitsipas à Indian Wells. On glisse vers le dernier thème. Et il joue contre Khachanov Rublev au prochain tour. Deuxième tour. Ils ont gagné leur premier tour et ils jouent contre Khachanov et Rublev qui ont gagné également leur match. Donc, eux jouent souvent le double. Mais je pensais qu'ils affrontaient Rinderknecht. Ah oui, non, Rinderknecht-Vachereau, ils les ont affrontés au tour. Ah non, c'est ça. Ils affrontent Rinderknecht-Vachereau. C'est Vachereau. À l'heure où on se parle, à l'enregistrement. Les deux cousins. Ils jouent les deux cousins. Anne a raison. Mais il y a des super paires là. Mais comme toujours, Tour Indian Wells, c'est le tournoi double le plus relevé de l'année. Enfin, en tout cas, c'est là où il y a les plus de stars. C'est là où Sinner avait gagné avec. Sinner jouait là le double. Il a perdu déjà, mais et là il jouait avec. Il jouait pas avec un Italien. Opelka. Opelka. Et il y a un truc extraordinaire. Medvedev. Medvedev-Tienne. C'est génial. Je le veux à côté de moi et pas en face de moi. C'est fantastique. Parce que Tienne, c'est la bête noire de Medvedev. Si je peux intégrer quelques problèmes chez Tienne en douce. Ils ont perdu contre Rinderknecht. Et donc tout ça pour parler de Tsitsipas, oui, parce que bon, on a parlé de joueurs qui sont en forme. Tsitsipas, c'est compliqué. Il est 50e virtuellement au classement ATP après sa nouvelle défaite là au premier tour d'Indian Wells. Il avait perdu d'entrée à Dubaï. Il était tenant du titre à Dubaï. Donc il a perdu beaucoup de points effectivement. La saison 2025 a été très compliquée pour le Grec. Il n'a pas dépassé le deuxième tour en Grand Chelem. Il fait encore un deuxième tour à l'Open d'Australie. Là, il glisse quand même de plus en plus loin de son meilleur niveau. Alors lui, dans ses déclarations, il dit que ça va mieux, qu'il se sent de plus en plus proche du joueur qu'il était, parce qu'il est débarrassé de ses problèmes au dos, qui l'ont fait hésiter à arrêter sa carrière. Il avait déclaré à la fin de saison dernière qu'il avait hésité à arrêter parce que trop de douleurs. Est-ce que là, on se rapproche de la fin? On n'est pas dans le corps, il a certainement très mal au dos. Moi, j'allais évoquer surtout les années qu'il vient de vivre au niveau émotionnel. Le fait de tomber amoureux d'une joueuse qui n'est pas validée par le papa, qui est son mentor depuis toujours, qu'il a dû mettre enfin dehors et puis en fait ça n'a pas fonctionné non plus. Enfin, je pense que dans sa tête... Oui, il a essayé avec d'autres coachs. Et donc en général quand on dit on en a plein le dos, c'est quand même une expression donc pour moi c'est plus comment il va se sortir émotionnellement de cette période où il a dû prendre des décisions, où ça a dû être vraiment complexe pour lui, parce qu'il était tiraillé par les liens familiaux, les liens amoureux, enfin c'est honnêtement, puis ça reste un homme en fait, tout top 5 qu'il était. Ça reste un homme, un enfant, on le sent quand même, ses parents prennent beaucoup de place. Ils sont tout le temps là, donc il avait du mal à s'émanciper, donc là il revient il a pris un warning pour coaching, le papa, alors que c'est autorisé. Donc là tu imagines, Anne, il s'est émancipé, malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné, donc il se redésémancipe en fait. Mais donc comment tu veux jouer top 5 avec tout ça? Donc pour moi, s'il arrive à régler ça, je pense c'est dans la tête avant tout. Oui, et puis dans le fait de digérer ces moments-là. Son tennis, il a été dans le meilleur joueur junior. Il arrive dans le top 5. Enfin, il y a un niveau de jeu de base que tu peux pas perdre. Il y a 2 finales en Grand Chelem. Donc à un moment, là, il y a quelque chose où il est bloqué, il n'est pas bien dans sa peau, peu importe. Après, et moi, je pense qu'à un moment donné, s'il règle ça, il est encore assez jeune. Quand on voit Djoko qui joue à 38, moi, je ne vois pas comment il ne va pas revenir à un moment dans le top 10. Peut-être pas top 2, top 3 comme il l'a été, mais pour moi, dans le top 10, avec son niveau moyen, quand on voit dans le top 10 la place qu'il y a au-delà des 3-4 premiers,
Mais je pense que pour moi, c'est plutôt psychologique. Parce que début 2025, il démarre bien. Alors, il gagne Dubaï. Dubaï, il a fait un tournoi extraordinaire l'année dernière, en retrouvant son niveau, avec un revers retrouvé, un revers recouvert exceptionnel. J'avais commenté ce tournoi, j'ai vu son niveau de jeu, je me suis dit c'est reparti, c'est sûr. Là, il est reparti à un niveau incroyable. Il a rejoué quelques matchs bons et c'est retombé. Vraiment comme un soufflé. Très, très étonnant. Alors, je suis d'accord partiellement avec Camille, mais pas surtout parce que je pense quand même que techniquement, ça devient de plus en plus difficile, ce fameux revers à une main. Il a 2 soucis majeurs. Le retour de service. Il souffre quand même beaucoup. Il ne relance pas beaucoup. Je l'ai commenté il n'y a pas longtemps à Dubaï, justement. Mais c'est une question de confiance. En fait, un revers à une main, tu ne peux pas être en non-confiance. Il lifte trop, non non, il a quand même du mal. Et puis ce côté revers, pour l'instant, est trop faible. Et c'est vrai que quand il le retrouve, comme à Dubaï l'année dernière, c'est exceptionnel. Mais là, il a reperdu. Et après, la deuxième chose, et là, je te rejoins complètement, c'est vraiment... on a tous des enfants ici à cette table, ou derrière, de l'autre côté. Et je trouve absolument effrayant de la part d'un parent, mais c'est fou, d'avoir cette attitude envers son enfant. C'est-à-dire que nous, on aurait tous envie de voir briller nos enfants, peut-être en tennis ou ailleurs, mais jamais je n'infligerai à ma fille d'être constamment comme ça, pollueur, présent tout le temps, lui faire mal. En fait, il lui met des coups. Il fait mal à son fils. C'est-à-dire qu'il ne lui apporte que du mal. Et il devrait le savoir. Il devrait à un moment donné quand même se dire, si ça marche pas, je prends du recul. Avec sa mère, ils sont plus ensemble. Je sais pas s'ils se détestent, mais ils sont toujours en train de s'engueuler hors du cours. Parfois, il y en a eu à Madrid, elle avait dû même changer de place. On lui a demandé de changer de place. Et donc, ils ont un double message qu'elle lui parle aussi. Et ils ont un double message qui n'est pas le même. C'est inaudible, à mon avis, totalement pour lui. Quand on voit des joueurs comme Musetti qui sont téléguidés par leur entraîneur, lui et son père interviennent sans arrêt, et puis il parle jusqu'au moment du service. C'est insupportable. Et il prend une place. Regardez au Queens l'année dernière, il n'est plus son coach. Et qu'est-ce que Tsitsipas joue? Il y a son coach dans sa boxe. Et qu'est-ce qu'on nous montre à l'étage? Le père qui regarde par la fenêtre. Donc le père, il est là. Il avait dit, moi c'est bon, j'habite à Monaco, je viendrai juste à Monaco. Mais non, il est là, donc forcément le soir, il est avec lui, et il est présent tout le temps. De toute façon, il fallait une rupture totale ou pas, parce que l'entre-deux ne marche pas. Le tennis rend fou, non, Camille, parce qu'il y a combien d'histoires de pères comme ça? Alors là, c'est un redébat. Tu notes tous les débats, tous les gagnants. On a plein d'émissions à venir, il n'y a pas de problème. Cette domination des parents sur un enfant dans le tennis, malheureusement, dans certains cas, parce qu'on ne voit pas tous les cas détruits, t'amène à une rigueur et des œillères par rapport à la vie qui amènent ton enfant très haut. Et tu vois que souvent, quand ces enfants se retrouvent après des années brimés, mais par contre à s'entraîner, à avoir plus peur des parents que de la défaite, parce que c'est ça à un moment donné. Donc ils gagnent, ils se retrouvent tout d'un coup émancipés, ils sont perdus. Et ça, tu as 1000 exemples comme ça. Ok, mais il y a quand même des exemples aussi de joueuses qui auraient pu faire ou joueurs qui auraient pu faire des grosses carrières. Je pense à Dokic, à Ravan Rezaï. Là, ça allait trop loin. Tu ne sais pas dans quelle mesure, sans les parents au départ, est-ce que ça aurait été leur propre choix? Tu as l'impression que c'est un peu le projet. Il y en a certains, c'est le projet du parent. Malheureusement, dans certains cas, quand ça marche très Marion fort. Bartoli, ça a très bien marché. Ça marche très fort et c'est inquiétant parce que ça donne envie à d'autres parents de plus jeunes enfants de faire pareil, Garcia, alors qu'il y a de nombreuses maintenant, il est perdu. Et c'est trop tard maintenant. C'est pour ça que je dis, moi, je ne pense pas qu'il retournera dans le top 10. C'est trop tard. C'est-à-dire que quand le père s'en va, ça ne marche pas. Il y a des bons. Caroline Garcia, il lui manque. Elle s'est émancipée de son papa, avec qui ça a très bien marché. Au bout d'énormément de temps. Oui, et après, elle a regagné avec d'autres entraîneurs. Oui, mais tu sens quand même qu'elle a eu envie de fonder une vie, de faire autre chose. Toi, tout d'un coup, elle s'est dit, oh là là, il y a autre chose que le tennis. Il y a eu quelques années. Quelques années, mais tu vois que souvent, c'est un parent ou, comme tu disais, un entraîneur qui prend ce rôle-là de mettre la pression à outrance sur un joueur. Il n'y a pas que le... Mais là, il y a l'aspect familial en plus. Il y a aussi le lien familial. Il ne peut pas dégager son père en lui disant, maintenant, j'en ai marre. C'est pour ça que c'est difficile. Et pourtant, il les a déjà engueulés, les parents, pendant les matchs. Ils n'en pouvaient plus, la fameuse tournoi de Madrid. Je ne sais pas comment il fait. Ils sont insupportables. Ils sont horribles. Mais comment ils font, eux, surtout? C'est à eux de quand même d'être... Ils sont adultes, et c'est à leur enfant de se dire, à un moment donné, on va le lâcher un peu, on va le laisser tranquille, on va le laisser grandir. Je crois qu'ils y arriveront jamais. On en voit des papas sur le circuit quand même.
Alcaraz Ben a des parents Shelton, qui sont en retrait. le papa d'Alcaraz, il est assez présent quand même. Mais ils sont en On retrait. a vu qu'il avait eu un rôle aussi Mais pendant les avec matchs, ils n'interviennent Ferrero. pas. Ils sont en retrait, les parents. Non, Mais il a un rôle. Bon, après, il y a des papas coachs, vraiment. Ben Shelton, son papa est Non, mais le coach. papa Casper Ben Ruud. Shelton, qui est Shelton et coach, Ruud, c'est les deux c'est exemples vraiment incroyable. de gars très calmes, au contraire. Ah oui, Sur le oui. sourire, voilà. le papa Shelton, là, Très il dégage. discret, Et pourtant, c'est l'entraîneur. Parce que Christian Ruud, pareil, méga discret, on n'entend jamais sur le cours, quasiment. Comme son fils, pour le Oui, coup. comme son fils. Là, c'est des caractères. on n'est pas obligé d'être un père Barjot pour Bah, que c'est son ça. enfant aille loin. Il y a aussi des exemples, Et ça Yannick fonctionne. Sinner, son papa, c'est pareil. Alors là, les parents ne prennent absolument Ah bah lui, il n'est pas venu voir la aucune finale place sur parce le qu'il tennis. bossait, le père de Yannick Ah, Sinner. et sa mère, elle est extrêmement nerveuse, on l'a vu, contrairement au père. Et donc, elle vient Ça, pas souvent parce que je pense qu'elle a du mal à vivre les Oui, mais matchs. ça, on sent que c'est les parents normaux qui ont une vie à Ah côté, ouais, c'est quoi, ça. qui n'ont Ouais. pas tout arrêté pour la carrière de leur fils. Ah ouais, mais ça marche. Hein. Comme les parents de Federer Et aussi. ça marche aussi. Les 1 et 2, comment sont leurs parents c'est ceux qu'on vient de nommer. Hein. Ils ont des parents normaux, effectivement, qui ne sont pas Et les envahissants. parents Federer et Nadal aussi. Et après, au niveau du jeu, j'ai dit Tsitsipas, actuellement, il joue bien. Il est beau à voir jouer, mais on sait qu'il ne va pas gagner. C'est terrible. Bah, il fait tout un peu Il moins a bien. quand même quoi. battu Medvedev. Il a battu Fritz et Medvedev cette année. On a l'impression qu'il est. Fritz était à la United Cup, c'est ça, non Oui. Ouais, bon, Ah ouais, c'est et un peu Medvedev, exhibe quand même. il me semble. Hein, Medvedev, oui, à Doha. voilà. Ouais. Oui, à Doha, il a passé 2 tours. Enfin, Exactement. il Donc, au 3e tour. il est là, mais alors là, il est 50e parce qu'il a perdu les points. Il faut Ah oui, peut-être. il a glissé, Après, hein. c'est de voir Tsitsipas 50e. Il y Bah, a 4 c'est ans, ça. on aurait halluciné. C'est pas Mais il peut possible, affronter donc, Alcaraz ou Sinner au premier tour de Grand Chelem, quoi. Ouais. C'est... Et là, ça C'est va ça le changer problème, la c'est que le donne, cercle hein, ouais. vicieux, Ah oui, il c'est est toujours difficile comme ça, après à arrêter. Quoi. Ou alors il faut repasser, comme l'avait fait même Agassi Ouais. à l'époque, par des tournois de plus petite Challenger. envergure, C'est vrai ou qu'il l'avait Challenger, fait, Agassi, ou hein. 250. Pour Ouais, il va aller le faire, gagner, ça, aller jouer des 250. il peut le faire, ouais. Je Ouais. pense qu'il a... Ah oui, ça, 50, il va être obligé. Agassi est passé en 98 par la case Challenger. Et l'année suivante, il gagne 3 grands chelems, si je ne dis pas de Ouais. bêtises. Hein. Il gagne, Quelle humilité, ça demande. Il y a tellement rien d'acquis dans ce tennis. Et, ça demande aussi des qualités humaines importantes dans les moments de trouble. Si vous ne les avez pas, alors là, vous chutez. Donc c'est un bon test de voir si Tsitsipas les a. Parce qu'il a quand même toujours été en progression. Ça, on disait depuis les juniors, il est monté vite. Oui. Donc, Puis d'autres, je sais même qui a gagné l'Open d'Australie 99. Kafelnikov ou Agassi Kafelnikov. Kafelnikov, donc il a gagné 2 Je grands dirais chelems. Kafelnikov. Il a gagné Roland Garros, c'est le seul non, qui là, on n'avait n'est pas pas gagné. sur des quiz. Là, vous allez m'éclater. Non, mais là, je suis en train Je de ne me poser teste des pas questions. Bertrand là-dessus. Hein, Non, il a gagné en entièrement 2000, confiance. il n'avait pas dû gagner en 99. Il a gagné 2 grands chelems. Bon, en tout cas, Stéphano Tsitsipas, on souhaite que ce ne soit pas la fin, qu'il aille mieux, parce que c'est un beau joueur. Ah oui, L'a c'est dit un très beau Bertrand. joueur. C'est peut-être, Ouais. Il n'y en a pas ce beaucoup des genre revers à de- une main, donc on a envie de le revoir aussi dans le top 20, dans le top 10, Stéphano Tsitsipas. Et en attendant, qu'il se fasse plaisir avec Novak Djokovic. Bien revers à une main dans le top 10 déjà. Eh oui. Et Lorenzo Musetti. Eh oui. Il est plus efficace que celui de Tsitsipas en ce moment. Ah bah, c'est pas la même dynamique. On vous Pas la même retrouve, confiance. Bertrand Camille, toute la semaine sur Indian Wells, évidemment sur Eurosport, sur HBO Max. Et nous, on débriefe tout ça mardi prochain. Il y aura Justine Hénin avec nous. Et oui. Et on enchaînera sur Miami, ça ne s'arrête plus. C'est la meilleure Notre période numéro là. 1 à nous. Bah oui. Et oui. Eh oui. C'est la seule, toute l'équipe qui était numéro 1 quelque part. Quoi. Cette grand chelem, cette petite du ça grand va être dur chelem à battre. à nous quatre. Voilà, c'est sûr que. Et comment sera-t-il On y avec arrivera. ses enfants, tiens d'ailleurs hein, parce que ça joue un peu. Victor, Pour sur le l'instant, tennis, ça a l'air de bien se passer. On verra comment elle sera avec son élève. Mais son fils lui dit qu'elle joue moins bien que leur père. Donc c'est pour ça que ça se passe bien pour l'instant. Des leçons d'humilité terribles. Elle joue de la main gauche, pour en ses fait, enfants. c'est ça. Merci à tous les deux, c'était un Anne. plaisir. Merci beaucoup. Bertrand. Merci. Et merci à Seb Petit derrière la Merci caméra. Seb. Et on se retrouve mardi prochain dans Retour Gagnant. Et d'ici là, évidemment, le Château Hérouville et Indian Wells. Château Hérouville, du 4 au 7 juin, Expo Bowie exceptionnel. Under pressure.